Les Dervalais connaissent bien ce lieu pour l'avoir parcouru souvent quand ils étaient enfants et avoir certainement même escaladé la tour parfois. Mais c'est vrai que quand on parle avec les habitants, il y a toujours une espèce de surprise de savoir qu'il y avait en fait un important château fort autour de cette tour Saint-Clair. Bonjour, ici, il y a bien longtemps, il y avait un vrai château, avec ses tours, ses fossés, ses combats et même ses têtes coupées. Aujourd'hui, le lieu est beaucoup plus calme. On y vient se balader, découvrir la dernière tour encore en place et se remémorer cette riche histoire de Derval. Le nom de Derval, la toponymie, apparaît dans le cartulaire de Redon au Xe siècle. Donc ça, c'est vraiment juste pour le lieu géographique. Alors on a notion d'un premier château féodal au XIe siècle, sur ce site qui s'appelait donc Dervos, qui veut dire chêne, et Val. C'était le Val de Chêne, ça s'appelait le Val de Chêne, et Dervos est devenu Derval. Guerre de succession de Bretagne, là on fait un énorme saut dans le temps. Le château apparaît dans les chroniques de Froissart, qui est le grand chroniqueur du XIVe siècle. Le château est donné dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne à un seigneur anglais, qui est partisan de Jean IV, donc qui deviendra le futur duc de Bretagne. Et Robert Knoll, il est resté jusqu'en 1381. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, en 1373, un des seigneurs, Bonabès IV, qui devait être ami avec du Guesclin, je suppose, enfin en tout cas, ils sont venus tous les deux pour essayer de reprendre le château à Knoll, mais en vain. Et le château a résisté, donc il a voulu couper des têtes, puisqu'il avait fait des prisonniers. Il a coupé 4 têtes. Suite à quoi Robert Knowles fait dresser un échafaud sur les courtines et décapite à son tour les trois otages français. Au bout du compte, le château était toujours occupé par Knoll, puisqu'il l'a occupé jusqu'en 1381, c'est-à-dire à la fin de la guerre de succession des ducs. C'est le traité de Guérande. Cet épisode sanglant, comme je disais, est représenté sur une remarquable enluminure attribuable à Pierre le Beau. Cette peinture, attention, elle a été faite 100 ans après l'attaque par du Guesclin. Donc c'est une image à un certain moment. On voit l'étang, on voit la tour Saint-Clair, on voit les différents ponts. Et là, sur cette image, sur cette peinture, vous avez du Guesclin qui attaque le château. Et ici, vous pouvez voir Knoll qui est en train de couper les têtes qui vont tomber dans les douves. On avait 8 tours. On avait la plus haute tour qui est ici, la tour Saint-Clair, qui est à 24 mètres de haut, sur un diamètre environ de 12 mètres. On a le premier niveau qui n'est pas visible, qui est sous les sureaux actuellement, là, qui est vraiment aveugle. Qui a peut-être des ouvertures, des fentes de tir, mais c'est pas prouvé. Et en général, on a souvent un premier niveau qui sert de cave, quoi, en fait. Le deuxième niveau, c'est-à-dire celui qui est face à nous, avec le trou un peu rond, qui va avoir une cheminée. Donc, espace résidentiel, a priori. Le second, peut-être, mais sauf que comme il nous manque plus de la moitié, s'il y avait une cheminée de ce côté-là, qui est présente d'ailleurs dans l'enluminure, elle n'apparaît pas, mais on peut donner aussi une autre fonction de résidence pour le second niveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, pour le deuxième et le troisième niveau, on a la présence de latrines. On a fait une coupe de la tour en mélangeant un petit peu l'existant pour montrer le système de latrines à fosse qui dessert le deuxième et le troisième niveau. Tout ce programme vraiment architectural est renforcé par des systèmes périphériques sous forme de grosses levées de terre qui séparent des fossés et arrière-fossés qui sont en eau. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, c'est juste faire en sorte que l'assaillant s'empêtre dans une végétation et de la boue. Le terrain de l'autre côté, il est beaucoup plus bas. Donc c'est-à-dire que pour monter, il fallait déjà que les attaquants montent sur cette relevée. Et du coup, des châteaux, c'était beaucoup plus facile pour tirer sur les attaquants. Et après, vous aviez une douve.
la douve, qui fait quand même 12 mètres de large, pour aller attaquer le château. Bon, le temps a passé, effectivement, et il y a eu les guerres de religion. Alors, en 1590, le duc de Mercœur s'est emparé du château qui était occupé par les protestants, les calvinistes. Il les a chassés, il a occupé le château, mais en 1593, Henri IV, qui s'était converti, a demandé à toutes les provinces de se rallier. Mais lui, il ne voulait pas. C'est là que Henri IV a décidé de faire démanteler le château, d'où le château démantelé et ce qu'il en reste de la tour actuelle. C'est vraiment un site majeur, au même titre que d'autres sites qu'on peut trouver aux alentours, comme Châteaubriand, qui est bien plus important, mais Derval constitue voilà, une arrière-marche, si je puis dire, de la frontière orientale bretonne. Avec Brest, c'était les deux places fortes les plus importantes. Et c'est la deuxième forteresse également qui a résisté à Du Guesclin.